Hello, je vais vous faire une série de vidéos sur mon mémoire en fait. Voilà. Une première vidéo pour l'introduction, une autre vidéo pour la première partie, une autre vidéo pour la deuxième, etc. Et voilà, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de références qu'il contient qui peuvent être intéressantes et utiles. Donc ce mémoire s'appelait l'improvisation en jazz, une expression aventureuse et spontanée de soi à partir d'une mémoire collective, sous la direction de Madame Carole Talon-Hugon. Alors, je vous passe le résumé et les remerciements. Donc, j'avais cité en exergue une citation de Jean-François de Rémond dans son livre L'improvisation, contribution à la philosophie de l'action. Pourquoi l'improvisateur fascine-t-il ? Il nous donne l'exemple de ce que nous aurions aimé dire ou faire mais dont nous n'avons pas été capables, et notre admiration est à la mesure de notre regret. Nous aurions souhaité avoir ce courage que nous admirons dans l'improvisateur, joint à l'envie de réussir, comme lui, mouvement de projection en quoi consiste toute admiration. Introduction. Étonnamment, en philosophie, les écrits sur l'improvisation, particulièrement musicale, sont assez rares. Si Bergson, Jankélévitch en ont parlé, ils n'en ont jamais fait l'objet d'un traité, bien que ce dernier ait davantage conceptualisé cette activité. Pourtant, si la question fondamentale de la philosophie est « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?», le lien avec l'improvisation semble tout trouver. Comment se fait-il que quelque chose sorte du néant, quelque chose de neuf, de non prémédité, est éventuellement beau en plus ? Trouvons-nous cela beau car l'acte est beau et audacieux, ou car le résultat est en effet agréablement original ? Cela ne sort pas du néant, bien sûr. L'improvisateur a travaillé. Reste que, sur l'instant, il n'a que son instrument et sa mémoire, dans laquelle il a le droit de puiser sans avoir celui de plagier, même lui-même. Il doit instantanément composer avec ce qu'il connaît et avec son environnement présent, en recomposant ces éléments d'une façon inédite. Nous nous concentrerons dans ce mémoire sur le jazz dit idiomatique, c'est-à-dire conservant, contrairement au free jazz, des points de départ, en l'occurrence des grilles d'accords. C'est ce jazz-là qui est pratiqué encore aujourd'hui dans les jam sessions des clubs de jazz. Les musiciens, normalement, connaissent tous un certain nombre de standards, répertoriés dans le Real Book, dont ils répètent la grille autant de fois qu'ils le souhaitent. Généralement, le thème est exposé une première fois par un instrument mélodique qui peut être la voix, puis chaque musicien improvise dans un ordre convenu, instrument mélodique, puis section rythmique, piano, basse et éventuellement batterie, sur une ou deux grilles, et enfin le thème est réexposé. C'est cette tradition qui perdure quasiment depuis la naissance du jazz, malgré la succession de ses mouvements stylistiques et formels au cours de l'histoire, cool, swing, bebop, free, jazz moderne. La particularité de cette pratique dans le jazz et dans la musique en général est la tension extrême qu'elle crée entre trame tout à fait fixée et improvisation, qui se veut la plus inventive possible. En musique baroque, par exemple, l'improvisation occupait déjà une place certaine. Les partitions des instrumentistes, particulièrement des organistes, pouvaient ne contenir que des chiffrages d'accords et ou une ligne de basse obstinée, à partir de laquelle les musiciens construisaient leur accompagnement, exactement comme le ferait un pianiste de jazz. Ceux qui jouaient le thème devaient également improviser des variations, des ornementations. Toutefois, une improvisation de jazz lors d'un chorus ne peut pas être appelée ornementation, en ce qu'elle doit être beaucoup plus éloignée du thème qu'une simple ornementation, justement. Par ailleurs, ces ornements, au départ improvisés, sont rapidement devenus des conventions reproduites encore aujourd'hui. Non seulement cela n'est pas perçu comme illégitime, mais encore, il est attendu que ces conventions soient respectées. Finalement, à l'époque baroque, les plus grands improvisateurs étaient les claviéristes et les compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, dont l'anecdote de l'offrande musicale au roi de Prusse est restée célèbre. Comme Jean-François de Rémond la rapporte dans l'improvisation, contribution à la philosophie de l'action, le soir du 7 mai 1747, le candeur de saint Thomas de Leipzig, âgé de 62 ans, arriva au château de Sans Souci à Potsdam. Frédéric II, grand mélomane, s'écria « Messieurs, le vieux Bach est là ». Bach improvisa alors sa fugue à 6 voix sur un thème. Le roi fut saisi d'admiration devant cette improvisation. Mais rentré à Leipzig, Bach voulut reprendre ce thème pour le remanier et en faire ce que la postérité nous a transmis comme composition. Le jazz a élargi la liberté des improvisations par son style, reconnaissable par l'introduction de la blue note, de notes de plus en plus extérieures aux accords ou des accords de plus en plus enrichis et diminués ou augmentés, de l'accentuation des temps faibles plutôt que des temps forts. Bref, le jazz idiomatique est le juste milieu entre l'improvisation absolue sans aucun point de départ, peut-être illusion démiurgique, et l'exclusive écriture, qui n'existe précisément que sur la partition, car toute exécution implique une interprétation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Plus que l'ornementation baroque, l'improvisation en jazz cherche la plus grande liberté possible à partir d'une suite définie d'accords s'enchaînant sur un tempo régulier. Toutefois, l'idée reçue selon laquelle l'improvisation, c'est la liberté totale, et qu'il suffit pour cela de faire ce qu'on veut,
est encore assez ancré dans les esprits, en tout cas non musiciens ou non philosophes, car c'est un lieu commun, en philosophie, de rappeler que la liberté, ce n'est justement pas faire ce qu'on veut, en particulier dans le cas du jazz idiomatique qui nous occupe ici, c'est-à-dire qui repose sur des standards écrits sous forme de trames mélodiques et de grilles d'accords à respecter. Le terme même d'improvisation est généralement utilisé de façon péjorative, il est synonyme de travail bâclé, d'absence de sérieux et de rigueur. C'est qu'il est entendu dans son sens négatif, mettant l'accent sur le privatif, improvidere, ne pas voir en avant, alors qu'en jazz, les standards ne sont en réalité que des prétextes à improviser, structurellement. Raison pour laquelle, sans doute, les philosophies de l'improvisation en général prennent souvent, spontanément, majoritairement et en premier lieu, des exemples musicaux, qui plus est de jazz. Si l'improvisation peut être dénigrée, c'est aussi parce qu'elle est rangée du côté de l'oralité en opposition à l'écriture, qui est devenue le signe de la musique savante, forcément composée, en opposition à la musique populaire. L'improvisation contrevient aussi à l'idée de l'œuvre classique qui doit être finie et dont aucune partie ne pourrait être retranchée, car le tout aura été soigneusement pensé. Or, l'écriture n'est pas que fixation, et peut-être que le premier geste de toute composition est l'improvisation. C'est la première idée, la première action qui fait passer du néant à quelque chose. En effet, la principale caractéristique de l'improvisation n'est peut-être pas tant son instantanéité que son irréversibilité. En impro, on ne revient pas en arrière pour corriger des imperfections ou même des erreurs, ce qui implique un grand risque et donc un grand courage. Pour s'assurer une certaine qualité en direct en faisant de l'imprévu, il faut donc beaucoup travailler en amont. C'est pourquoi l'improvisation est sans doute l'activité musicale la plus difficile et en réalité la plus rigoureuse. Voici, partant de ce constat, les questions qui ont fait naître ce projet de mémoire. Comment agir sans prévoir ? L'improvisation jazz est-elle une composition en tant qu'invention ou une interprétation en tant que performance à partir d'une grille ? Est-elle une œuvre ? Quand est-elle réussie ? Est-elle une expression plus personnelle et sincère de soi car plus spontanée ? À quel moment survient la décision de ce qui va être joué ? En bref, nous nous demanderons, en nous appuyant sur des exemples musicaux mais surtout sur l'expérience partagée des musiciens, comment il est possible de bien improviser en jazz, c'est-à-dire d'inventer sur l'instant des mélodies et des rythmes qui expriment une personnalité musicale à partir d'une grille maintes et maintes fois jouée par d'autres et par le musicien lui-même. Car bien improviser, c'est à minima ne pas refaire ce que d'autres ont déjà fait, et en ce sens une improvisation digne de ce nom porte irréductiblement la marque de son auteur. Elle s'inscrit aussi dans l'histoire du jazz et de tous ces grands noms, dont certaines de leurs improvisations ont été fixées par enregistrement. L'improvisateur s'exprime à partir de la grille, mais aussi d'une mémoire collective, commune aux artistes et, souvent, aux spectateurs. Clément Brech, dans sa thèse de philosophie L'éclat du jazz, une saisie de la pratique jazzistique par le Kairos, se demandait quant à lui ce qui se passait lors d'une improvisation de jazz. Nous chercherons de la même manière davantage à cerner ce qui se passe plutôt que ce qu'est une improvisation en jazz, mais en nous demandant comment un tel phénomène est possible, nous souhaitons souligner à quel point il n'a rien d'évident et paraît presque inconcevable, même en comprenant qu'il n'est pas besoin d'invention ex nihilo, de toute façon impossible, pour pouvoir parler d'invention. Précisément, nous essaierons de montrer que celle-ci peut avoir lieu dans toute son originalité, malgré son ancrage dans une grille jouée et rejouée depuis des décennies. L'une des choses fascinantes dans l'improvisation, c'est que, bien faite, elle engendre des merveilles qui ont parfois, a posteriori, l'air d'avoir été structurées en amont, ce qui n'est pas censé être possible sans prendre un temps nécessaire à cela. Or là, c'est l'inverse. Ces mélodies improvisées ne seraient peut-être pas nées sans cette spontanéité ou instantanéité uniquement soumise à l'exigence d'une certaine durée minimale, pour le free jazz, et ou d'une grille d'accords, dans le jazz standard. Nous commencerons par remettre en question les oppositions habituelles entre improvisation et composition pour tenter de mieux saisir la spécificité de la première. Cela nous amènera à mesurer la difficulté de ce en quoi elle consiste, à savoir être aussi inventif que structuré dans l'instant. Nous chercherons alors à découvrir et analyser les fondations et les mouvements internes qui permettent aux improvisateurs d'opérer un tel tour de force. Enfin, nous nous demanderons en quoi et comment la personnalité musicale de l'individu s'exprime dans l'improvisation jazzistique, le sens que cela peut avoir, puisqu'il s'agit du Graal auquel tout musicien de jazz semble aspirer. Et donc, je vous dis à plus tard pour la première partie.